merci Vincent Descombes d'avoir accepté l'invitation de notre séminaire. Et je voudrais, pour commencer cet entretien, te poser une question sur la façon dont tu en es venu à parler du thème que tu aborderas tout à l'heure, à savoir celui de la souveraineté, puisqu'on connaît tes travaux sur des questions de philosophie de l'esprit. On connaît aussi des travaux que tu as faits en philosophie politique, en philosophie morale, mais pourquoi la souveraineté ? C'est pas un intérêt récent que le fait de se tourner vers la souveraineté. En fait, j'en ai déjà parlé avant, mais quand on m'a demandé un sujet pour un séminaire de philosophie politique, il m'est apparu que c'était un sujet qui pouvait avoir une certaine actualité, étant donné la façon dont j'allais l'aborder. La façon dont j'allais l'aborder était une discussion conceptuelle. Et il m'a semblé que dans différents débats, discussions, prises de position dans les dernières années, il y a un besoin qui apparaît de clarification du concept de souveraineté. Je donne peut-être deux exemples. Dans les débats sur la globalisation, on fait état souvent, comme d'une donnée que tout le monde aurait observée, du recul de la souveraineté. Alors là, on ne sait pas s'il s'agit de la souveraineté telle que nous la comprenons en Europe occidentale, ou d'une idée plus générale de souveraineté moderne, ou de toute forme de souveraineté. Et donc, il apparaît que ce concept est un peu flou. Par ailleurs, nous avons eu de longues années de réflexions sur les totalitarismes qui ont succédé à des discussions dans l'entre-deux-guerres, par exemple, où il y avait une critique libérale de l'absolutisme et de ses formes modernes. Et là aussi, le problème, c'est souveraineté moderne ou souveraineté tout court. Autrement dit, est-ce que parler de souveraineté, c'est forcément mettre en jeu notre idée moderne de souveraineté, dont on peut dater à un siècle près, n'est-ce pas, l'apparition, qui est l'apparition de l'État moderne. Qu'en est-il auparavant? Et donc, voilà comment j'en suis venu à proposer ce sujet. Alors justement, à propos de souveraineté, pourquoi parler de logique de souveraineté? Oui, logique de la souveraineté. Ça peut inquiéter un peu, logique de la souveraineté. Eh bien, d'abord, c'est une expression qu'on trouve dans les textes des gens qui écrivent sur la souveraineté. Et la logique de la souveraineté exclut qu'il y ait une cour constitutionnelle, ou, n'est-ce pas, ne le tolère pas parce que c'est contradictoire. Donc, il y a cette expression logique de la souveraineté, mais j'essaie de l'entendre de façon beaucoup plus précise, sans peut-être avoir entièrement explicité comme il le faudrait, mais de façon plus précise, c'est-à-dire en partant de la considération que le concept de souveraineté n'est pas un concept isolé, ce n'est pas un concept qu'on puisse comme ça appliquer à la réalité en observant, tiens ici de la souveraineté, alors voilà la souveraineté. Appliquer le concept de souveraineté à une situation, c'est d'appliquer tout un système conceptuel dans lequel il y a le concept de souveraineté, de telle sorte que l'application du concept est soumise à des contraintes logiques, comme par exemple celle de préciser la catégorie dans laquelle on fait l'attribution. Et donc, un des points que je développe dans le papier, c'est la différence qu'il y a entre tenir la souveraineté pour un attribut d'ordre qualitatif, auquel cas on pourrait regarder quelqu'un et voir s'il a de la souveraineté ou pas, ou bien si c'est un concept classificatoire, auquel cas il faut décrire tout un ensemble d'agents, de situations sociales, avant de pouvoir y repérer de la souveraineté. Donc ça, c'est une question d'ordre logique en réalité. Et ça me permet donc de distinguer le genre de travail que moi je peux faire en tant que philosophe du travail des historiens, des sociologues, dont je me sers, mais
pour en faire un usage de type analytique. Oui, parce qu'effectivement, l'une des caractéristiques de ton approche, c'est de commencer par des considérations d'ordre juridico-politique et d'écarter ensuite. Donc il y a une sorte, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que j'ai perçu comme étant une sorte de stratégie de contournement finalement de ce qui semble être une évidence, que tu remets en question, qui est l'idée selon laquelle la souveraineté serait d'abord et avant tout un concept juridique. Puisque la thèse que tu soutiens, effectivement, au bout du compte, n'est pas de cet ordre-là. Ici, il faut se porter déjà au résultat que j'espère atteindre dans ma démonstration, qui est qu'il y a le concept moderne de souveraineté, dont les historiens nous disent que c'est une nouveauté, une invention, et donc ils ont raison. Mais si c'est une nouveauté, il faut que ça soit une nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, à côté du concept moderne de souveraineté, qui est une fabrication des juristes, mais les fabrications des juristes ne prennent vie que si elles trouvent une situation dans laquelle prendre forme, n'est-ce pas, et s'appliquer, eh bien, il y a ce qu'on peut appeler un concept comparatif de la souveraineté, comparatif au sens où c'est la notion plus générale que la notion moderne, qui permet de dire en quoi la notion moderne se distingue précisément d'autres notions. Et donc la notion comparative n'est pas forcément juridique, parce que toute société ne connaît pas une élaboration juridique autonome. Ce qui, un des traits justement de la conception moderne, tel que, c'est pas moi qui ai été la découvrir, n'est-ce pas, je l'emprunte aux historiens, ce qui la caractérise, disent-ils, c'est justement son côté juridique. Et donc il faut expliquer en quoi c'est une nouveauté et qu'est-ce que ça change dans la représentation collective de la souveraineté. Et cet élément comparatif, hein, c'est l'autorité du tout sur les parties. Parce que cette notion joue un rôle très important. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'importance dans ta pensée, au-delà de cet article sur la souveraineté, de ce rapport entre le tout et la partie? Oui, alors le tout et la partie, dit comme ça peut apparaître très, très abstrait, mais ce qui est en cause, c'est le fait que derrière derrière l'attribution de la souveraineté à une instance, il y a une considération sur la forme sociale dans laquelle on peut faire cette attribution. Et donc, si nous changeons la forme sociale, nous changeons du même coup la représentation collective que l'on peut se faire dans une société de la souveraineté. Donc si un groupe humain se fait de lui-même une représentation que notre regretté collègue Daniel Decopé aurait appelé cosmomorphique, c'est-à-dire si ce groupe se représente lui-même comme intégré à l'ordre universel, ayant une place prévue dans l'ordre des choses, n'est-ce pas, alors il aura une conception de la souveraineté qui ne peut plus être la nôtre, qui avons justement sécularisé nos notions politiques. Et donc, puisque nous avons des notions politiques d'un autre ordre, nous avons du même coup une représentation collective différente. Et cela, ça n'est pas immédiatement explicite dans les définitions que l'on donne, que l'on lit, n'est-ce pas, de la souveraineté. C'est pourquoi au départ, je pars de ce qu'on dit de la souveraineté, c'est pas moi qui le dis, et il y manque justement la forme sociale. En revanche, il y a tous les problèmes que rencontre la compréhension de cette notion, tous les paradoxes classiques de la souveraineté, et le travail que j'essaie de faire, c'est de faire surgir l'implicite. Alors justement, donc la souveraineté, il faut l'enraciner dans les formes sociales. Mais en quoi ton analyse du concept de souveraineté permet justement de préciser, de dire ce qu'est la spécificité du politique? Parce qu'à un moment donné, la souveraineté, elle a une dimension politique. Alors, quand on dit la spécificité du politique, il faut s'entendre. Est-ce que nous sommes
au niveau d'un comparatisme, ou est-ce que nous sommes en train de raisonner sur la spécificité du politique dans notre conception des choses à nous, qui sommes des modernes? Si nous sommes chez nous, alors la spécificité du politique va justement résulter de l'idée que la société comporte une instance qui va représenter l'intérêt général, et le fait de représenter l'intérêt général est ce qui fonde l'autorité de l'État. Mais ça, c'est chez nous. Tandis que si on se transporte dans un royaume traditionnel, je sais pas moi, le Japon d'avant la modernisation, le souverain n'est pas du tout le gouvernement en charge de l'intérêt général. Le souverain, qu'on appelle, on ne sait pas pourquoi, empereur, n'est-ce pas, mais c'est un prêtre avant d'être un gouvernant. D'ailleurs, il ne gouverne pas du tout. Il ne faut surtout pas qu'il gouverne, sinon il perdrait de son autorité supérieure. Et donc, le problème que nous rencontrons, c'est d'avoir un concept qui nous permette de saisir ce changement et de saisir que nous attribuons la fonction supérieure à quelqu'un qui n'existe pas dans le schéma traditionnel. Ça, c'est le travail comparatif. Mais il y a néanmoins un point commun qui est quelqu'un représente les exigences supérieures du groupe, et c'est en ce sens que l'autorité du tout doit être représentée d'une façon ou d'une autre dans le système des représentations collectives. Et si elle ne l'est pas bien, alors la société se porte mal. Et parce qu'effectivement, cette question de la souveraineté a ses dimensions logiques, hein, que tu viens de rappeler, s'inscrit également dans le cadre d'un comparatisme, mais elle possède également une actualité politique. Comment est-ce que tu perçois finalement ce concept? Est-ce que c'est un concept finalement actuel? Est-ce que c'est un concept qui fait obstacle à l'émergence de nouvelles pensées du politique? Si tu devais effectivement envisager ce concept dans le cadre de la discussion actuelle sur l'avenir des institutions européennes, comment verrais-tu sa place, sa fonction? Est-ce qu'il est encore opératoire, essentiel? Est-ce qu'on peut s'en passer? Et si oui, pourquoi? Pour répondre, il faudrait commencer par dire d'abord que tantôt nous parlons du concept, et donc on suppose une théorie, et théorie qui est expliquée par des auteurs, et certains sont des meilleurs auteurs sur la question que d'autres. Et puis il y a le fait que le concept juridique, donc comme on dit, a eu du succès, si on peut dire, puisqu'il a fini par s'incarner dans des institutions politiques. Mais alors à ce moment-là, on sort des textes, des auteurs, et on entre dans quelque chose de plus complexe, puisqu'il y a la représentation et son application, et les pratiques. Et à ce niveau de l'application, on n'a plus affaire à un concept théorique, mais plutôt à une représentation collective qui n'est pas celle d'un tel ou un tel, qui n'est pas celle qu'on va trouver dans tel livre, mais qui est celle que l'on doit avoir pour se faire comprendre de ses contemporains, n'est-ce pas, sans passer par... Alors, il est certain que dans la discussion sur la souveraineté, on se promène de l'un à l'autre. Alors, tantôt on est dans les auteurs, les grandes définitions, ou bien on cherche d'autres définitions. Alors c'est Carré de Malberg, Schmitt, bon, c'est la théorie politique qui entre en scène. Ou bien alors il y a une vague idée, n'est-ce pas, qu'on serait souverain si on pouvait faire tout ce qu'on décide, mais justement on ne le peut pas parce que le monde est interconnecté, c'est la globalisation. Et alors là, on se met à parler d'un déclin de la souveraineté. Si on considère que le domaine politique comme tel, la catégorie du politique, exige un certain nombre de notions, dont celle d'un gouvernement du groupe, et donc d'une souveraineté du groupe humain auquel on appartient, alors il est difficile d'envisager, on peut envisager des mutations de la souveraineté, mais difficilement
un pur et simple déclin, à moins de dire que nous avons dépassé l'âge du politique. Et s'il en est ainsi, alors les conséquences sur le débat, par exemple, autour de la construction européenne, ce serait, si il faut prendre acte d'une diminution des souverainetés nationales, alors où trouve-t-on la souveraineté, la forme de souveraineté qui doit la remplacer, étant entendu que si il n'y a plus de la souveraineté nationale, mais il n'y en a pas une autre qui apparaît pour la remplacer, il y a des fonctions du groupe, mais des fonctions politiques qui doivent être assumées pour que le groupe puisse vivre et se représenter sa propre existence, qui ne seront pas assurées, et donc nous allons à ce moment-là vers un désastre. Oui, c'est effectivement, donc au-delà des... Parce que tu as écrit un ouvrage qui s'appelle « Les embarras de l'identité », donc ici, au-delà des embarras de la souveraineté, si la souveraineté, l'embarras le plus fort, ça serait la disparition de la souveraineté. J'avais une question à te poser justement sur le lien entre ton projet sur les embarras de l'identité et le travail que tu conduis actuellement sur la souveraineté, finalement. Est-ce que, parce que le concept d'identité, c'est aussi un concept logique, que tu es allé chercher dans les discours également qui le mobilisent. Tu es parti également de l'observation du fait que cette catégorie n'a pas toujours connu, disons, la vogue qu'elle a actuellement, et tu as voulu effectivement tourner un regard aussi de logicien sur cette notion. Donc comment est-ce que tu pourrais, disons, présenter ce qu'a été pour toi dans ton parcours intellectuel le passage finalement d'une réflexion sur les embarras de l'identité à une réflexion sur la logique et aussi les embarras logiques liés à la souveraineté? Ben, ce n'est pas un passage comme si j'avais changé de sujet, c'est le même sujet qui continue. Alors, le passage, il est plutôt de l'identité du logicien à l'identité telle qu'on l'entend souvent aujourd'hui. Non pas qu'il n'y ait plus l'identité du logicien, mais les gens oublient que c'est de là qu'il faut partir. Et alors, l'identité du logicien, c'est tout simplement celle qui permet de savoir de quoi on parle. Est-ce que je parle de telle chose ou bien alors de telle autre chose, étant entendu qu'elles sont différentes. Alors, si je peux identifier ce dont je parle, j'ai appliqué un concept d'identité. Et donc, dès lors qu'on peut compter, par exemple dans la construction européenne, dès lors qu'on peut compter les pays qui en font partie, il y a un concept d'identité qui est appliqué, sachant que la Belgique n'est pas la Hollande, etc. Ça, c'est l'identité qui est liée au fait que les sociétés portent des noms et que les gens se nomment en tant que société. Donc il y a un concept d'identité collective qui a cette dimension logique. Et c'est sur cette sorte d'identification, prise au sens logique, que se construit alors l'identité collective au sens nouveau, mais contemporain, des conditions dans lesquelles le groupe se sent lui-même ou alors se sent au contraire dépossédé de ce qui lui est le plus précieux. Et c'est cette identité collective, c'est ce sens-là qui fait débat aujourd'hui et qui donc est central pour la politique actuelle. Et par conséquent, pour avancer dans cette question de l'identité collective, il nous faut clarifier le concept de souveraineté que nous avons et qui est dans un état de confusion, je crois, assez évident. Donc c'est ça qui m'a amené à passer à cette analyse plus précise. Une grande partie des philosophes, ou des philosophes politiques, lorsqu'ils réfléchissent à la nature de l'État, de la souveraineté ou de l'autorité politique, accordent une grande place au problème de la violence, de son évitement ou au contraire de sa légitimité dans certains cas. Il est remarquable que dans ton analyse de la souveraineté, le problème de la violence n'apparaît pas. Tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin d'évoquer cette émergence de la violence ou son évitement.
Alors, est-ce que c'est un contournement volontaire ou est-ce que c'est simplement une logique de ça suit la logique de ta démonstration? Et si c'est le cas, pourquoi est-il vraiment possible de contourner ce problème? De dire que si nous étions au Moyen-Âge, n'est-ce pas, des scolastiques, nous pourrions discuter du problème de la condition de l'être humain avant la chute. Et donc, c'est question disputée chez les théologiens. Y avait-il un gouvernement, ou était-ce concevable un gouvernement à l'époque adamique, d'avant la chute, ou est-ce que le gouvernement n'apparaît qu'en raison de la violence, comme on dirait aujourd'hui, mais c'est-à-dire de la chute, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit la violence, mais c'est le péché qui est en cause, n'est-ce pas? C'est la malice humaine qui est en cause. Alors là, je prends parti dans cette querelle théologique en disant qu'il y aurait eu besoin de gouvernement avec des hommes d'avant la chute, prélapsaires, pour autant que ces êtres humains auraient vécu en société. Donc c'est ça la réponse. Et alors je n'ai pas contourné le problème de la violence au sens où je ne reconnais pas l'existence de la violence, la nécessité d'une application de la loi par la force. Le problème n'est pas là, mais j'ai en effet j'ai voulu montrer qu'on pouvait entrer autrement dans le sujet, autrement que comme les auteurs modernes, justement, qui partent du problème de l'obéissance. Pourquoi devrais-je obéir à des ordres qui me tombent dessus? Et alors on leur dit, soit c'est par la peur du gendarme, donc c'est la violence mais pas forcément légitime, soit c'est parce que cette peur du gendarme doit être enrichie de l'idée que le gendarme intervient justement parce qu'il y a une justice dans notre organisation politique qui fait que nous avons besoin de gendarmes et de juges pour nous protéger de la violence des autres. Alors ce point de départ, j'ai voulu l'éviter parce qu'il tente à présupposer que nous sommes des individualistes qui nous demandons si nous allons entrer en société ou non. Vais-je consentir à respecter les règlements et à leur trouver une légitimité? Et avant de consentir, je vais examiner les titres à la légitimité qu'ils vont me présenter. Ça, c'est une fiction d'exposition qui, très souvent, tente à imposer un schéma individualiste de réflexion que j'ai justement voulu contourner. Tu es bien connu pour utiliser la philosophie de Wittgenstein, utiliser ses ressources conceptuelles pour traiter les questions que tu examines. Comment peut-on trouver un lien entre la philosophie de Wittgenstein et les questions politiques? Alors, il n'y a pas de lien direct, et c'est une erreur d'attribuer de construire pour Wittgenstein une philosophie politique qu'il n'a pas pris la peine de... N'est-ce pas? Il n'y a pas de philosophie secrète de Wittgenstein ou implicite qu'on pourrait dégager, mais ce qu'il y a chez Wittgenstein, c'est ce que nous appelons, nous, c'était pas son terme à lui, mais ce que nous appelons, nous, une philosophie de l'action. Et ce qu'il y a de Wittgensteinien dans la manière dont j'aborde des questions que Wittgenstein n'a pas du tout abordées, sur lesquelles je ne sais pas du tout quelle position il aurait pu prendre, je ne sais pas s'il aurait même désiré en prendre une, ce qu'il y a de Wittgensteinien, c'est de considérer qu'avant d'en venir à ces questions dont nous venons de parler, souveraineté, autorité de l'État, etc., il y a lieu d'avoir ce qu'on peut appeler une philosophie sociale, qui nous dit ce que c'est qu'être en société. Et si on n'a pas précisé ce qu'on entend par être en société, alors l'analyse qu'on va faire des problèmes politiques va être extrêmement pauvre, extrêmement rudimentaire, et risque de laisser passer des présupposés, en particulier des présupposés individualistes, que, à la réflexion, on devrait au contraire écarter. Alors je voulais te poser une peut-être avant-dernière question concernant finalement la manière dont tu décrirais toi-même ta méthode en philosophie. C'est un piège parce qu'on sait, on connaît tous effectivement le travail que tu as fait sur la philosophie française. Et donc je voulais savoir comment toi-même, en tant qu'historien aussi d'une philosophie contemporaine,
tu lirais ou nous proposerais de lire la façon dont tu fais de la philosophie? Mais est-ce à moi de m'assigner une place? Je ne sais pas. Mais... Non pas de t'assigner une place, je précise ma question, qui prolonge celle de Philippe sur ton rapport à la philosophie de Wittgenstein, mais d'essayer dans un contexte finalement français où on a tendance à opposer philosophie continentale, philosophie analytique, il me semble que tu occupes une place singulière, dans la mesure où et tu me diras si je me trompe, c'était le sens de ma question, tu refuses finalement une certaine forme d'assignation et tu cherches aussi à lire aussi bien les phénoménologues que Wittgenstein, les analytiques, Elisabeth Anscombe. Donc, l'idée, c'est plutôt, la question, c'est plutôt d'essayer de caractériser ce type de circulation entre les textes que tu mets en pratique. Oui. La circulation, c'est celle des lectures, mais en réalité, c'est impossible de se situer dans l'une ou l'autre, parce que philosophie analytique, c'est une méthode, mais il n'y a pas... Alors, beaucoup d'auteurs analytiques partagent les mêmes vues philosophiques, parce que c'est des Anglais, parce que ils ont eux-mêmes des traditions. Et ça peut créer l'idée que si on est analytique, on va être forcément dans telle école philosophique, mais ce n'est pas le cas. Toute philosophie capable de s'énoncer de façon argumentative peut prendre une forme analytique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a le kantisme analytique, l'hegelianisme analytique, et même, il y a l'empirisme analytique, bien entendu. Mais pour qu'il y ait un hegelianisme analytique, ça montre ça montre qu'il s'agit d'un style d'argumentation. Quant à la philosophie continentale, c'est très trompeur, parce que ce qu'on entend par là, en réalité, c'est une ou deux générations d'auteurs qui considèrent qu'il y a un héritage de l'ensemble de la philosophie, qui est, disons, la métaphysique, et cet héritage, on ne sait pas trop quoi en faire, on est dedans sans pouvoir sortir, tout en le condamnant. Et alors donc, il y a l'idée d'un bloc qui ferait que les étapes ont succédé aux étapes, et donc il faudrait considérer comme... si on est dans la philosophie, il faut considérer comme acquises toutes sortes d'étapes, mais on n'est pas content des résultats, donc on est dans la déconstruction de cette philosophie continentale. Alors moi, je refuse, je n'ai pas... Dire qu'on a une philosophie analytique, ça ne veut rien dire, puisque ce n'est pas une doctrine, et je refuse l'idée du bloc que ferait l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Je considère qu'il y a plusieurs lignes, et que reprendre les problèmes de tel auteur, ça n'est pas s'inscrire dans une sorte de mécanique, de dynamique implacable, n'est-ce pas, de la métaphysique occidentale. Et par conséquent, on peut reprendre un problème de tel ou tel classique et le reprendre sur le mode analytique. Donc voilà. Donc ma démarche, c'est pas du tout éclectique et de dire il y a du bon partout, je prends mon miel partout. C'est d'approuver la méthode des uns et de récuser la vision qu'on nous donne de notre héritage philosophique occidental, dont une bonne partie est acceptée par les auteurs anglophones, n'est-ce pas? Donc cette idée de l'opposition doit être corrigée. À quelle question ou concept de philosophie politique vas-tu t'attaquer maintenant, après avoir travaillé sur la souveraineté? Ah ben là, la souveraineté, c'est pas fini, là, parce que le papier que je vais défendre tout à l'heure et il est instable, n'est-ce pas? Il est trop ample pour juste un petit article, et il est trop court pour une démonstration en bonne et due forme, et donc il reste à consolider tout ça. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qu'il faut faire maintenant, c'est mieux dégager le système
dont le concept de souveraineté est une partie, et la partie émergée, si je puis dire, et de voir qu'est-ce qu'on présuppose si on estime qu'il y a quelque part de la souveraineté à reconnaître. Merci bien. Merci. Merci.